Mibeko nangata préféré na ndo ya famille politique na ye, kombo na ye, Bigou. État de droit, état constant. Yo indépendance. Pona nini mboka ya biso ekufi. Mboka ekufi pona moyibi. Sauf que je déplore une situation. Il y a un discours qui est en train d'être développé au niveau de l'opinion, qu'on a écarté certains candidats pour laisser une politique de candidats unique pour occuper tous les sièges, ce qui n'est pas vrai. Tout député est conscient de ce que dit leur règlement intérieur, leur mode de fonctionnement. Pour être appelé député, il faut d'abord appartenir dans une organisation politique ou bien un regroupement. Et il faut interroger la loi pour savoir pourquoi on a écarté certains candidats. C'est ce qui est plus important. Et là, je demande aussi, je me réfère à vous les hommes et les femmes des médias, de bien éclairer l'opinion, puisque les discours développés, ça ternit même l'image de la démocratie tant prêchée par les uns et les autres. C'est ce que je peux dire au stade actuel. Attendons voir comment les choses vont se terminer. Pour les candidats uniques, c'est déjà acquis? Non, écoutez, il faut préciser, il faut expliquer aux auditeurs, aux téléspectateurs pour ceux qui ont des télévisions, aux lecteurs pour ceux qui ont des médias en ligne, la réalité, qu'est-ce qui est à la base, puisque quand vous laissez la population dans un flou pareil, vous n'avez pas bien servi la population. Il faut préciser que la loi dit ceci, c'est par rapport à la loi. Certains députés savent très bien qu'en déposant leur candidature, c'était seulement pour amuser la galerie. Ils étaient tous conscients que ça ne pouvait pas passer. Si ça passait, ça allait être en contradiction avec leur propre loi. Moi, je ne suis pas député, mais je prends quand même mon temps pour parcourir leur règlement intérieur. Mais dire dans les médias que non, on nous a exclus, ce n'est pas sérieux. Un député, c'est un honorable qui est censé dire la vérité à ses électeurs. À l'époque du bureau Mabunda, la première vice-présidence a été occupée par Kabound parce que cela revenait au cash. Cette fois-ci encore, sous le bureau Mbosso qui sera sans doute élu demain, la première vice-présidence est également occupée par Kabound. Pourquoi vous n'avez pas laissé ce poste à l'INC qui est votre partenaire de taille au sein des cash? Merci beaucoup. Votre préoccupation, c'est la personne de Kabound ou bien l'INC, puisque tu dois être clair et précis là-dessus. Tu étais en contact avec les gens de l'INC qui avaient manifesté leurs ambitions et après on les a écartés. La réponse est non. Nous sommes dans la démocratie. Et vous savez dans quelles conditions l'honorable Jean-Marc Kabound avait quitté ses postes. Ce n'est pas l'IDPS qui l'avait placé, ou encore moins les cash qui lui avait retiré la confiance. Et ça fait partie de notre histoire. Comment est-ce qu'on peut récompenser quelqu'un qui était victime d'une injustice si ce n'est que le reconduire encore dans ces postes-là? Ce n'est pas du tout important. Nous-mêmes, nous savons pourquoi nous lui avons reconduit à ce poste. J'étais celui qui, sur le plan du droit constitutionnel, avait critiqué l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'était une bonne chose d'affirmer le caractère non impératif, mais représentatif du mandat des députés. Dans ma critique, je disais ceci. Il fallait dans cet arrêt-là que la Cour ordonne à l'Assemblée nationale de changer son règlement intérieur. Vous me comprenez bien? Je voudrais être bien suivi là-dessus.
Dans ma critique de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, j'avais dit qu'il fallait que la Cour ordonne que l'Assemblée nationale change son règlement intérieur. La Cour ne l'a pas fait. Comme la Cour ne l'a pas fait, nous sommes restés avec le même règlement intérieur que celui sur base duquel un candidat comme le Kondo avait été invalidé. Parce qu'il n'avait pas été présenté par son parti politique. Donc ce qui a été fait même au niveau du bureau, c'est tout à fait conforme au règlement intérieur, mais il eût été souhaitable que l'arrêt de la Cour soit intégré dans le règlement intérieur. Parce que maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, on s'est encore basé sur le même règlement intérieur qui avait permis l'invalidation ou bien la non prise en compte de la candidature de quelqu'un comme le Kondo. Donc voilà, ça c'est vraiment une question importante. Je voudrais que notre peuple soit informé parce qu'on se pose des questions. Mais il y a un arrêt, mais pourquoi le règlement intérieur? Mais justement parce que dans ma critique, il était important que la Cour ordonne à l'Assemblée nationale de changer ce règlement intérieur. À ce moment-là, nous pourrions avoir des candidats indépendants, mais j'espère que pendant la session de mars, on doit changer ce règlement intérieur pour intégrer le dispositif de la Cour constitutionnelle. Bon, mais on le change quand un règlement est jugé conforme à la Constitution. Et quand on le change, il y a ce qu'on appelle en droit constitutionnel, ce qu'on appelle le revirement de la jurisprudence. Mais c'est la même Cour qui avait jugé le règlement intérieur conforme à la Constitution. C'est la même Cour qui nous revient pour parler du mandat impératif. C'est la même Cour. Vous voyez donc qu'il y a un revirement de la jurisprudence. Donc il n'y aurait pas un problème. Donc la Cour aura changé. Et la presse, vous avez un devoir de nous aider. Vous ne pouvez pas vanter des voleurs de la République. Mais ils sont nombreux au FCC. Ils sont nombreux au FCC. Vous ne demandez pas aux professeurs des universités de décider des noms. Sinon, c'est les élever quand même. Le FCC a dirigé pendant 18 ans. Il nous a mis. C'était une calamité. C'était la catastrophe. Mais on retrouve les mêmes personnes au sein de l'Union sacrée. Ils sont dans l'Union sacrée, même. Ils sont blanchis alors? Ils ne sont pas blanchis. Même l'autorité morale du FCC est attendue à l'Union sacrée pour la nation. Pas c'est l'Union sacrée de la nation. S'il lui se rend compte qu'il représente la nation, un ancien président, il n'appartient pas à un parti politique. Il a cessé, il ne peut même pas être autorité morale d'un parti politique. Mais comment comptez-vous changer ces personnes? Donc ceux qui viennent, des détourneurs. Ceux qui viennent, ce ne sera pas une blanchisserie. Ils viennent apprendre comment on gère bien l'État. Ils viennent apprendre. Oui. Et ceux qui ont détourné là, vous avez carrément oublié. Nous n'avons pas oublié, c'est l'état de droit. Pour nous, l'état de droit va faire son travail. Nous avons voulu d'une justice indépendante. Ceux qui ont volé, ils devront répondre de leurs actes. Ce n'est pas l'impunité. Bon, mais il ferait mieux dans tous les cas. Jean-Marc Kabound était défenestré par le FCC. C'était une injustice. Il était défenestré pourquoi? Pour avoir dit qu'une session extraordinaire coûtait 7 millions de dollars. Tout simplement pour cela, on devait défenestrer quelqu'un? Non. Et d'ailleurs, dans l'acte de pétition contre Jean-Marc Kabound, les termes n'étaient pas les mêmes. Les termes pour le bureau de Mabunda, c'était incompétence caractérisée. Et si vous voyez l'acte de destitution de Jean-Marc Kabound, c'était parce qu'il avait révélé le secret de l'Assemblée nationale. Il ne lui a jamais été reproché l'incompétence. Alors, professeur Mbata, vous êtes constitutionnaliste. Est-ce que ce qui se passe actuellement dans notre pays, notamment l'Union sacrée, c'est dans le respect de la Constitution ou bien non? C'est dans le respect de la Constitution. Vous savez, l'Union sacrée de la nation n'a pas de personnalité juridique. Ce n'est pas un parti politique. De telle sorte que celui qui était par exemple du MLC qui adhère, il perd son statut de député. Non, l'Union sacrée n'est pas un parti politique, n'a pas de personnalité juridique. Tout tourne autour d'une vision et c'est conforme à la Constitution de la République. Il n'y a aucune violation là-dedans. Dans des réseaux. Mais qui a parlé de 22 000 que vous avez dit? C'était comme ça. Vous demandez au nom de la République. C'est vrai qu'on a donné ça par fraction. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau d'âge, honorable député, chers collègues, il me soit permis avant toute chose de rendre grâce à Jéhovah Dieu Tout-Puissant, maître de temps et de circonstances, qui nous a protégés tous en dépit des situations sociopolitiques, économiques et sanitaires difficiles.
je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes de la pandémie de la COVID-19 et celle de l'insécurité qui se manifeste principalement à l'est de notre pays. Honorables députés, chers collègues, la révolution parlementaire du 10 décembre 2020 qui a entraîné la déchéance du bureau précédent nous a permis à tirer des leçons capitales sur la gestion de notre chambre. Elle est venue renforcer mon engagement solennel pris en avril 2019 lors de la première campagne, celui d'exécuter en toute dignité le mandat de parlementaire et d'assumer au service du peuple de fonction de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Plus que jamais, cette révolution constitue le ciment de notre unité et la preuve de notre détermination à exercer ce mandat conformément à notre mandat qu'est le peuple, cristallisé par la vision de l'union sacrée, l'union sacrée pour la nation initiée par le chef de l'État. L'occasion m'est à nouveau offerte de solliciter votre appui et votre suffrage en faveur de ma candidature au poste de premier vice-président de l'Assemblée. À cet effet, je vous renouvelle le même serment et promets de travailler dans la nouvelle vision de l'unité et de la concorde. Honorables députés, très chers collègues, l'article 35 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale définit les attributions du premier vice-président comme deuxième membre du bureau chargé des questions législatives, des relations avec le groupe parlementaire et des relations extérieures. Je vous épargne les détails des charges d'attribution, parce que le temps nous fait défaut, et je vais passer à l'essentiel. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, au-delà des attributions énumérées si haut, que j'avais par ailleurs exercé avec détermination lors de mon précédent passage au poste, que je voudrais détailler ci-après et que c'est que je pense de l'Assemblée nationale. Je voudrais ici, chers collègues, vous dire ce que je pense de l'Assemblée nationale. Mais avant toute chose, permettez-moi d'abord d'ouvrir une petite parenthèse utile avec une citation de Confucius qui disait, je cite, « Ne pas parler quand on y est invité, c'est ce qui est de la dissimulation. » Fin de citation. Je voudrais par cette citation réaffirmer mon côté réaliste et direct, quelles qu'en soient les circonstances politiques, tout en rejetant avec force la dissimulation, qui est en effet l'hypocrisie et qu'il ne faudrait surtout pas confondre avec l'art de la diplomatie. Or, l'hypocrisie est malheureusement en passe de devenir, dans notre milieu politique, une pratique considérée à tort comme politiquement correcte. Je referme ma parenthèse. Honorable député, très chers collègues, 60 ans après son accession à l'indépendance, la RDC a aujourd'hui, plus qu'hier, besoin d'hommes et de femmes qui ont à cœur et à l'esprit le bien-être de sa population, au-delà de toute considération politique. Vu la situation socio-économique difficile que traverse notre pays, j'estime que toute action politique dépourvue d'amour du Congo et des Congolais est nulle et ne profite qu'à des intérêts mesquins et égoïstes. S'il y a une génération qui croit encore à l'avenir de notre pays, avec comme valeur fondamentale la solidarité, j'en fais également partie. Notre pays est grand pour héberger tous ses habitants et ses différentes ressources du sol et des sous-sols sont largement suffisantes pour nourrir et rendre toute sa population. Alors rien ne justifie que les Congolais se retrouvent en situation de déplacement dans leur propre pays ou encore vivre comme des réfugiés à l'étranger.
Rien ne justifie également la pauvreté et la misère qui caractérisent aujourd'hui notre société, constituant ainsi un grand paradoxe. Cette situation nécessite une remise en question de tout le peuple d'une part et de la classe politique d'autre part. Ainsi, j'estime pour ma part que l'Assemblée nationale dont nous sommes sociétaires a un rôle important à jouer dans le redressement de la gouvernance et dans la moralisation de la vie publique eu égard aux missions à lui dévolues par nous. Car chaque centime du compte du trésor public détourné constitue une preuve que notre Chambre a failli à sa mission de contrôle. À mon sens, le fonctionnement des institutions ne devait pas être un fait aléatoire, ni soumis aux humeurs des individus. En effet, l'absence d'un véritable contrôle a eu pour conséquence le non-décollage économique de notre pays, ainsi que la précarité de notre peuple, que notre peuple traverse actuellement. Raison pour laquelle il est important que l'exercice du pouvoir ou du mandat public s'accompagne toujours du contrôle. Chaque loi taillée sur mesure et qui rendrait la vie difficile à nos peuples peut être assimilée à une trahison de notre part vis-à-vis de notre peuple. De mon point de vue, nous devons faire émerger une Assemblée nationale qui se veut moderne, véritablement indépendante, accessible, transparente et performante. Pour ce faire, initier des réformes dans ce sens est une nécessité absolue. En tant qu'organe de contrôle du gouvernement et des mandataires publics, l'institution Assemblée nationale doit constituer un rempart contre la mauvaise gouvernance, les attitudes ainsi que les habitudes susceptibles de freiner les développements. Comme gage d'efficacité, elle est censée répondre aux préoccupations profondes de l'ensemble de la population dans sa quête du bien-être. Comme maison de la démocratie, elle est et doit rester l'endroit par excellence où les débats se passent de la manière la plus démocratique et civilisée, sans discrimination ni tabou. Mon désir le plus ardent, c'est que nos électeurs comprennent ce qui se passe au sein de notre institution. Il est tout à fait logique que ceux qui nous élisent comprennent notre fonctionnement ainsi que notre mode de gestion. Ce qui, vous vous en doutez, exige de nous de la transparence à tous égards. Une institution ouverte qui se doit d'interagir avec les associations relevant de la société civile, ainsi avec les citoyens, ainsi qu'avec les autres forces vives de la République. Loin d'être banale, cette problématique soulève bien la question de l'accessibilité de l'Assemblée nationale qu'il importe de rendre plus effective. Si le gouvernement de la République a l'obligation de nous rendre compte de sa gestion, il est d'autant plus compréhensible que nous ayons le même devoir à l'égard de nos électeurs. En effet, ces derniers ont le droit de savoir ce que nous faisons exactement de leur mandat. Quelles sont la portée et l'incidence de leur voté dans leur vie quotidienne. L'Assemblée nationale est censée incarner le prestige de notre système démocratique. Par conséquent, elle doit revêtir sa plus belle robe d'antan, celle qui faisait des députés, en dépit de la qualité des serviteurs, représentants du peuple, des notables inspirant confiance. Car la mission des députés est légitime et noble. Voilà la substance, honorable député, c'est que je pense de notre institution, dont le rôle est fondamental dans notre système démocratique. Honorable député, très chers collègues, laissez-moi parler de moi-même. Vous vous en doutez, plusieurs critiques sont formulées à mon endroit, m'accusant d'être combattant et pas un homme d'État. Permettez-moi, honorable député, de réaffirmer devant vous, sans crainte ni complexe, que je suis un combattant et je ne reste pas.
combattant de la liberté, de la démocratie et de l'économie. Je suis combattant contre la mauvaise gouvernance avec ses corollaires que sont l'injustice, l'inégalité, la corruption, les détournements des deniers publics, l'oppression et j'en passe. S'agissant de la question d'homme d'État, j'ai toujours été personnellement surpris de constater que 60 ans après l'accession de notre pays à son indépendance, notre classe politique est incapable de construire un État sérieux. Mais paradoxalement, dans un non-État existent des hommes d'État. Faisons un effort avant toute chose de construire un État sérieux avant de se revendiquer homme d'État. Pour ma part, je continuerai mon combat pour la construction s'agissant de la question d'homme d'État, j'ai toujours été personnellement surpris de constater que 60 ans après l'accession de notre pays à son indépendance, notre classe politique est incapable de construire un État sérieux. Mais paradoxalement, dans un non-État existent des hommes d'État. Faisons donc un effort ensemble de construire un État sérieux avant de se revendiquer homme d'État. Pour ma part, je continuerai mon combat pour la construction d'un État dans lequel les générations futures seront contentes de vivre et fières de moi. Honorables députés, mes chers collègues, depuis quelques mois déjà, nous avons ensemble abattu un travail de titan dont les résultats sont à ce jour visibles et palpables. Nous devons donc poursuivre nos efforts afin de permettre à notre peuple de retrouver son sourire et sa dignité. Pour ce faire, il importe donc que chacun de nous, à quelques échelons qu'il soit, joue convenablement sa partition. Pour ma part, j'attends jouer la mienne au sein du bureau que vous vous apprêtez à élire. Et c'est dans l'hypothèse où votre suffrage que je sollicite à présent me sera toujours largement accordé. Que vive l'Assemblée nationale, que vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. La parole